Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission donc Live with Delay. L'invité que je reçois aujourd'hui est un artiste engagé et militant. Effectivement, il dessine des bandes dessinées culturelles. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et cet invité, c'est Serge J'entends-tout. Allez, c'est parti. Bonjour Serge, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Délicieux. Ah ouais. C'est bon, tu es prêt? Ça y est, mes idées sont claires. Alors, tu es originaire de la République démocratique du Congo. Oui. Tu as commencé ton parcours par la menuiserie et l'ébénisterie avant de passer aux beaux-arts. Alors, comment s'est passé ce changement? Alors, ce qui m'a plu à cette option, c'est surtout les dessins industriels qui est fait en menuiserie. D'accord. Deuxième chose qui m'a plu, c'était travailler sur des machines de menuiserie comme des toupis, de tours et les bruits de l'atelier, ça m'a plu. Et la dernière chose qui m'a beaucoup plu, j'étais tombé amoureux de bois. Donc l'odeur des essences de bois, l'essence des fibres de bois, une fois qu'il est bien raboté, bien poncé. Et de là, quand j'ai fini ça, c'était de grandes écoles. Oui. Donc j'ai obtenu mon brevet d'aptitude professionnelle. Et c'est là que je suis allé avant la dernière année aux Beaux-Arts. Et donc je me suis fait sculpteur en dernière année. En arrivant à Paris, c'est pourtant dans le domaine audiovisuel que tu t'inities. Oui, c'était un hasard. Donc pour la première fois, je me suis retrouvé aux Alouettes, au Bichomo. Oui. Et après, on m'a envoyé à la maison de la radio. Et c'est là que j'ai commencé à faire des émissions comme Champs-Élysées avec Michel Drucker. J'ai travaillé des émissions avec de Jacques Martin, Dimanche Martin. Et pour finir beaucoup plus tard à Brie-sur-Marne en faisant des émissions comme Sébastien C'est Fou et des émissions politiques et de variétés. Eh ben dis donc, c'est pas n'importe lesquelles que tu as faites comme émission. J'ai fait le premier face-à-face du président Mitterrand et du président Chirac. Donc la table qu'ils étaient là en train de faire le face-à-face est sortie de mes mains. Ah, c'est génial. Je suis fier de faire ça. Ah ben, il y a de quoi être fier. Alors, ton premier ouvrage que tu décides de sortir aborde le thème du sida. Pourquoi avoir choisi un thème aussi sensible comme premier ouvrage? Quand j'avais vu à cette période la prévention qui s'est passée dans les pays du Nord, et je dis que ce n'était pas adapté dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, ils ont les problèmes de pudeur et ils ont les problèmes des familles et tout. Le papa ne peut pas dire aux enfants de mettre les préservatifs. Et donc j'avais trouvé un simple moyen, c'était la bande dessinée. Avec la bande dessinée, ça peut aussi partir dans des villages où ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de télévision. Et ils peuvent lire. Ils peuvent lire et en même temps, une pierre deux coups et lutter contre l'illettrisme. Donc c'est pour cela. Alors, le fait d'avoir choisi la bande dessinée pour t'exprimer, est-ce un moyen pour toi de faire passer plus facilement et de manière plus ludique justement des messages sensibles? Oui, parce que ça c'est un domaine que je me sens à l'aise. Et c'est aussi un moyen pour moi d'apporter une culture et aller l'échanger envers les autres cultures. Alors dans tes ouvrages, tu abordes beaucoup de thèmes, notamment le peuple noir dans le monde, la colonisation, la traite négrière, mais aussi la drépanocytose. Lutter contre ces pathologies, donc la drépanocytose, qui est connue dans le monde noir. Et souvent, dans d'autres pays, c'est un objet de rejet. Et beaucoup des enfants qui souffrent de cette maladie, il y a des familles qui ne comprennent pas. Et quand j'ai vu un jour des personnes qui brûlaient les enfants parce qu'ils avaient la sorcellerie alors que c'était une maladie, je dis, il est grand temps... Ça existe ça? Oui. Parce que moi je pense que dans la bande dessinée, il faut se faire sortir des choses comme ça. Mais il y a une chose que je voudrais préciser. Beaucoup de gens disent, mais Serge J'entends-tout, il fait que des noirs. Quand nous sommes dans un festival de BD, s'il y a 50 dessinateurs, il y a un qui est noir, c'est moi. En 2006, d'ailleurs, tu réalises des expositions dans le cadre des droits de l'homme et tu fais des expositions partout, en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Oui. Ces expositions, ils sont ouvertes à tout le monde, à des associations, à des municipales, donc que les gens n'hésitent pas. Mais souvent, quand on entend exposition de Serge J'entends-tout, ah oui, l'histoire sur l'esclavage, il y a des gens qui commencent à reculer.
Ouais. Et c'est ça qui fait que ça fait un peu mal, quoi. Donc, qu'on arrête cette hypocrisie. L'abcès, il faut la crever. Donc, et quand les gens découvrent les expos, du coup, ils sont intéressés. Parce que moi, je me suis intéressé à des bateaux qui ont traversé le triangle du commerce triangulaire. Tout à fait, les fameuses cales. Voilà. Cales des bateaux. C'est comme ça qu'il y a l'UNESCO qui a trouvé le sérieux du travail. Oui, oui, parce qu'ils soutiennent l'UNESCO. Ils soutiennent, l'UNESCO soutienne la route de l'esclave, qui est l'organisme qui a été créé par l'UNESCO, qui regroupe des chercheurs et des historiens, le soutiennent. Et justement, tu sais, moi j'ai appris des choses, parce que c'est vrai que c'est bien beau d'aller acheter des livres sur l'histoire des Antilles françaises ou des Noirs ou de l'esclavage ou de la colonisation de la traite négrière, mais il n'y en a pas beaucoup des livres. Et souvent, c'est des livres qui sont écrits en tout petit, qui sont super épais, donc difficiles à lire. Et finalement, ça c'est vrai. Quand je suis tombée à l'aéroport en Guadeloupe, je rentre en France, de Pointe-à-Pitre, je tombe sur tes BD, première fois que je les vois, mais j'ai appris des choses. J'ai toujours pensé que la traite négrière n'était faite que par à partir de Christophe Colomb, les Blancs, mais en fait il y a la traite négrière portugaise, mais aussi arabe. Oui. Ça, je ne savais pas. Souvent, les gens pensent que l'histoire des commerces triangulaires commence par Christophe Colomb. Ça c'est faux. Et donc, c'est à moins 15 avant Jésus-Christ, à la découverte de la canne à sucre. Et donc, il faut suivre la route de la canne à sucre que j'ai décrit dans les BD, qui arrive au 8e siècle chez les Arabes. Oui. Et les Arabes qui cherchaient de personnes pour travailler sur cette main-d'œuvre qui demande beaucoup de bras. Et c'est là que ça a ouvert au 8e siècle le premier triangle entre l'Afrique et les Indes, donc, et l'Orient. Donc, et le deuxième triangle est ouvert à partir du XVIe siècle, lorsque les Européens vont découvrir cette canne à sucre. Et c'est là qu'ils vont commencer à chercher la route des Indes et préciser tout ça pour les enfants. Même un jour, mon fils m'a dit, à partir de vos BD, de tes BD, papa, j'ai appris des choses. J'ai compris, mais on ne nous explique pas ça comme ça à l'école. Mais justement, c'est pour ça que toi, tu interviens dans les lycées, dans les collèges. Effectivement. Donc là, on est en train de travailler même avec des écoles pour essayer un peu de bouger dans des livres d'histoire. On l'a fait déjà sur la négritude en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, sur la négritude avec Aimé Césaire. Mais tout doucement, on va aussi éclaircir cette partie avec le respect qu'on doit aux Amérindiens et en même temps montrer aussi comment s'étaient déroulées les captures. Parce que souvent, on a notre jeunesse qui sont à la recherche d'identité culturelle. Mais si tout était en place, crois-moi, ils n'allaient pas chercher l'identité culturelle. Je vais bientôt recevoir une invitée qui est dans la même dynamique que toi, une écrivaine très talentueuse qui s'appelle Stéphanie Mélion-Renette et qui dit même dans un de ses bouquins que je considère comme une encyclopédie que la traite négrière, l'esclavagisme est considéré comme un génocide pareil que quand il y a eu les Juifs, sauf qu'on ne le reconnaît pas. Il y a eu effectivement la loi Taubira et Dieu merci, mais aujourd'hui on fait encore en sorte de l'étouffer parce qu'on ne veut pas prendre conscience de cette réalité-là, de l'histoire, cette partie-là de l'histoire. Mais je dis que dans chaque chose, il faut laisser à chaque corps de métier d'agir. Donc on voit aujourd'hui beaucoup revendiquent les réparations, des choses comme ça. Pour moi, je dirais la réparation, la première réparation doit être culturelle. Et c'est pour cela d'ailleurs que tu as eu la fameuse idée de créer ces ouvrages. Donc, Mémoire de l'esclavage, donc il y en a 3, donc dans les éditions Caraïbes Éditions. Oui. Donc on a Boulambemba, L'embarquement du Bois d'Ébène et Les navigants vers les Indes. Dans la série avec Caraïbes Éditions, en 7 tomes. Mais c'est surtout ce que je demande, que les gens se mobilisent. Oui. Parce qu'un sujet comme ça, s'il s'arrête en cours de route, je pense qu'on peut se taire, mais pour longtemps. Dans un autre registre, tu mets à l'honneur aussi donc, les femmes noires, mais aussi les hommes noirs que tu viens de sortir tout récemment en fait. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils ont tous un point commun, comment ils ont fait avancer l'humanité. Il y a des personnalités connues, et il y a des personnalités timidement connues. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'essaye
de faire le portrait de chaque personnalité et montrer qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand on parle de Napoléon ou de Louis XIV et consorts, c'est des personnalités qui ont apporté à l'humanité. Mais pour des enfants noirs, ils disent, mais c'est quoi les modèles qui me ressemblent culturellement? Et donc, les modèles qui ressemblent culturellement, et c'est là que j'ai fait les femmes et les hommes, afin qu'ils trouvent un miroir chez ces gens-là. Alors un petit exemple, dans le numéro 1 de Femmes noires d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, nous avons des personnes comme Barbara Hendricks, Césaria Evora, Firmin Richard, Aminata Traoré. Et puis dans l'édition numéro 2, alors je suis très contente parce que moi j'ai une icône noire que je respecte beaucoup et dont je parle souvent, c'est la mulâtresse Solitude qui est juste là, qui a marqué une vraie histoire de la Guadeloupe. C'est une femme qui, pour moi, c'est le symbole du courage. Donc, elle a fait beaucoup de choses et donc on doit s'inspirer à cette dame. Il y a une autre dame de l'histoire qu'il est important que nous connaissions toutes et tous, c'est la Vénus Hottentote, où il y a même un film qui a été fait sur elle. C'est tragique son histoire. C'est tragique. Si je l'ai mis, c'est que de ne pas avoir honte de nos femmes, quel que soit leur physique. Au contraire, cette physique, pour nous, c'est une beauté. Et c'est pour cela qu'elle était venue jusqu'ici. Et donc, il faut la mettre devant. Il ne faut pas avoir honte de la Vénus Hottentote. Elle était restée longtemps dans les placards. Oui, donc, tout à fait. Dans un musée, dans les fins fonds de... Donc on a aussi Joséphine Baker, Aretha Franklin. Nous avons une femme comme Joséphine Baker. Et souvent, on met plus en valeur son côté danseur de cabaret avec des bananes tout autour des hanches. Alors qu'elle était dans l'armée, qu'elle a bossé pour les services secrets. Voilà, elle a apporté dans la libération de la France. Joséphine Baker a fait beaucoup. Donc elle a fait aussi pour les enfants arc-en-ciel. Oui, elle a adopté 16 enfants, c'est ça? Oui, et si elle était encore en vie, elle allait adopter encore plus. C'est incroyable. Hein? Des femmes qui ont des moyens, qui ne savent pas quoi en faire de leur argent. Suivez l'exemple de ces femmes comme Joséphine Baker et bien d'autres, adopter les enfants. Si vous ne pouvez pas adopter les enfants, rejoignez des associations, des fondations, faites quelque chose. Il y a des enfants qui souffrent partout dans le monde. Tu as reçu un prix, je crois, pour Femmes Noires. Hein. Ah oui, c'est un prix de la bande dessinée engagée, c'est un prix international. On avait des dessinateurs venant un peu de partout et que j'ai trouvé très sincère. Je ne savais même pas, en allant dans ces festivals à Lyon, qu'il devait y avoir des remises de prix. Et donc, quand j'avais vu des personnes, des dessinateurs qui étaient là, j'avais dit tout de suite les prix n'étaient pas pour moi. Ah bon? Oui. Et quand ils ont dit le prix d'honneur, le prix de la bande dessinée engagée qui m'a été décerné, oui, parce que quelque part, tu es un militant. Oui, j'ai trouvé une sincérité. Et puis là, dans Homme Noir que tu viens de sortir, alors tu as mis les plus gros emblèmes comme Bob Marley, Barack Obama, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Lumumba. Il y en a bien d'autres que je pourrais mettre à la couverture. Il y en a aussi bien d'autres qu'on pourrait mettre à l'intérieur du premier tome, mais en attendant, on attend le deuxième tome. Mais je voudrais signaler, si j'ai mis Aimé Césaire en avant-plan, tout simplement, cette année, c'est l'année 2013, c'est le centenaire d'Aimé Césaire. Donc, c'est une personnalité qui doit rentrer dans l'histoire. Il a beaucoup fait pour l'humanité. Il a énormément fait, bien sûr. Et je dis, étant français, moi, ce que j'ai fait, c'est le minimum. Mais si on peut lui décerner même une station de métro, comme les autres écrivains, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Alors, tu es un auteur qu'on peut appeler prolixe. Ton style est descriptif, pudique, vivant, didactique. Comment as-tu développé ce style-là, en fait? Ce style, je l'ai épuisé dans ce qu'on appelle les mines de l'eau. Beaucoup de gens ne connaissent pas les mines de l'eau. Les mines de l'eau, c'est l'art nègre, mais très très ancien. Je suis l'héritier de mines de l'eau. Lorsque les ancêtres dessinaient, c'était ça, les mines de l'eau. Arrive-t-on vraiment à bien vivre en dessinant des BD? Il faut s'accrocher. Parce que si le public suit, on peut mieux vivre avec ça.
et on peut encore proposer au-delà. Mais si le public ne suit pas, que ce soit pour moi, que ce soit pour Caraïbes Éditions, ça sera difficile. Quelles sont tes actualités à venir? Dans l'avenir, bon, on tombe pile au Festival des bandes dessinées d'Angoulême. Et puis, il y a des manifestations culturelles sur des expos sur femmes noires, donc qui est ouverte envers les associations. Et aussi l'exposition Mémoire de l'esclavage pour le mois de mai, même avant et après le mois de mai, parce qu'on commence par le 27 avril. C'était la date de l'abolition et jusqu'au-delà, il n'y a pas de date. Donc tous ces expos sont ouvertes et dont, en venant dans mon site, et les gens pourraient voir ces dates. Mais sinon, on est ouvert à beaucoup de festivals de bandes dessinées un peu partout. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. Ah. Un modèle qui t'inspire. Hergé. Pourquoi Hergé? Parce qu'il a donné une direction dans la bande dessinée. Et que tout le monde suive aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un modèle. Il m'inspire. Ton souhait pour les générations à venir? De lire encore plus, plus et plus. Et que ce que je fais comme patrimoine culturel sur l'homme noir en général puisse être échangé encore au-delà. Que sais-tu faire d'autre de tes doigts que dessiner? La sculpture, la peinture ou écrire des chansons, des textes de chansons. D'accord. Parce que j'ai écrit beaucoup. Si tu n'étais pas dessinateur justement de BD, quel autre métier aurais-tu fait? Comme j'étais avant sur les plateaux de télévision, donc j'allais continuer comme technicien dans les tournages des cinémas. Ton petit mot de la fin? Je dirais à tout le monde de ne pas hésiter et surtout de venir visiter mon site internet. Et s'il faut commander des ouvrages, de faire confiance parce que ils peuvent les trouver chez les libraires ou ils peuvent les trouver chez Caraïbes Éditions. Mais chez moi, ils peuvent demander les dédicaces que beaucoup des auteurs ne font pas. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans cette émission. Ça m'a fait très plaisir d'avoir quelqu'un comme toi, d'aussi doué. Grâce à toi, on a un vrai devoir de mémoire qui est fait, tu perpétues cela, et puis de manière ludique, parce qu'en ayant justement des BD pour parler d'histoire, c'est plus facile à lire. Vraiment, je suis ravi. Merci beaucoup pour ce que tu fais. J'espère que tu auras encore plein d'autres merveilleuses BD à nous faire partager, puis je te dis à bientôt. Bayo, mais ce n'est pas la fin, peut-être à la prochaine. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bye bye.